Cette semaine, dans Carnet de santé, nous mettons en lumière les efforts pour stopper les mutilations génitales féminines. Les législateurs en Gambie rejettent un projet de loi visant à annuler l'interdiction de l'excision. Ensuite, la Côte d'Ivoire lance son premier programme de vaccination des enfants contre le paludisme, tandis que le Togo reste en alerte face à une épidémie de dengue. Enfin, une application mobile au Kenya facilite l'éducation des adolescentes sur la santé reproductive. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans plusieurs pays dans le monde. Aussi appelée excision, cette pratique est souvent liée à des habitudes culturelles et implique l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins. Selon l'UNICEF, environ 4 millions de filles courent le risque de subir l'excision chaque année. Les mutilations génitales féminines entraînent de graves conséquences sur la santé physique et psychologique, y compris des infections et des complications lors de l'accouchement et le syndrome post-traumatique. Certains pays africains ont des projets de loi ou adoptent des lois en vue de protéger et d'aider les femmes et les filles qui ont subi ou risquent de subir des mutilations. En Gambie, un projet de loi visant à annuler l'interdiction de cette pratique a été rejeté par les législateurs. Nanit Talani nous en dit plus. Le Parlement gambien a rejeté un projet de loi qui aurait mis fin à l'interdiction des mutilations génitales féminines. Ce projet de loi a déclenché un débat public sur la pratique des MGF dans ce pays à majorité musulmane. La campagne visant à abroger l'interdiction a été menée par deux hommes puissants, le législateur Almamé Giba et le religieux musulman Abdouli Fati. Ce dernier a publiquement défendu les trois femmes reconnues coupables de mutilation génitale féminine l'année dernière et a payé leurs amendes. Assurez-vous de couper un peu le clitoris. N'allez pas trop loin, d'accord? Si vous faites ce que je dis, cela conviendrait aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Assatouba, chargé de programme au sein du groupe de la société civile Women in Liberation and Leadership, affirme que Fati, un homme, n'a aucune idée de l'effet traumatisant des MGF sur les femmes. Il n'est pas une femme, il n'avait pas de clitoris, il n'a pas eu de vagin, il ne sait donc pas ce que l'on ressent. Pour Mariama Jarjou, emmener ses deux filles se faire circoncire lorsqu'elles avaient 4 et 5 ans était un acte d'amour. Oui, je veux qu'ils nous autorisent à le faire parce qu'ils viennent ici pour plaider contre. Mais quand j'ai essayé de m'exprimer, ils nous ont dit d'arrêter. Je leur ai dit que si nous arrêtions, les femmes souffriraient parce que c'est notre culture et que nos enfants n'apprendraient rien de nos traditions. Près de 3/4 des femmes âgées de 15 à 49 ans en Gambie ont subi cette pratique et 65% d'entre elles l'ont subie alors qu'elles avaient moins de 5 ans, selon les dernières données du gouvernement. Le religieux musulman Baba Leg s'oppose fermement à cette pratique. L'islam n'est pas une torture. Torturer des gens, en particulier des jeunes filles innocentes, un bébé qui vient de naître, qu'est-ce que vous faites? Le projet de loi a été adopté en deuxième lecture en mars. Gibi Mbalo est l'un des rares à avoir voté contre. Ce qui est mal ne sera jamais bien. C'est une erreur et je me tiendrai debout pour dire que c'est une erreur. Même si cela me fait perdre mon siège. J'étais prêt à démissionner et j'ai dit, écoutez, je ne ferai pas partie d'une législature qui ramènera mon pays à ce vieil âge. Dans un rapport conjoint, les commissions parlementaires de la santé et de l'égalité des sexes ont recommandé que la Gambie maintienne l'interdiction. Par 34 voix contre 19, les mutilations génitales féminines resteront illégales. Une victoire pour les opposants au MGF dans le pays. Comment protéger les filles et mettre fin à l'excision sur le continent africain? Voici la réponse d'un expert.
C'est un problème de santé publique mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 100 millions à 140 millions de filles et femmes donc, ont subi des mutilations génitales à travers le monde. Et en Afrique, donc selon les dernières estimations de l'OMS, 91,5 millions de filles de plus de 9 ans sont victimes de mutilations génitales féminines. Et vous voyez que ça couvre une large population et plus de 3 millions de filles risquent chaque année d'être mutilées en Afrique. Oui, les MGF sont souvent liés à des facteurs culturels et sociaux. Et il y a plusieurs raisons et des croyances traditionnelles qui, évidemment, varient en fonction des pays. Et ce qui tente de justifier ces pratiques néfastes donne comme argument la reconnaissance sociale. Parce qu'ils se disent que les femmes qui sont victimes de mutilation vont seront reconnues par le tissu social, par la société, comme appartenant maintenant à une sorte de sous-groupe d'initiés. Il y a dans certaines sociétés, on dit que les femmes excisées ont la dot plus chère. Donc, une fois qu'on est excisé, la dot grimpe. Les programmes de lutte contre les MGF, surtout les programmes d'élimination qui visent à éliminer les MGF selon les recommandations de l'OMS qui visent l'élimination des MGF en 2030. Donc, ça pesantit surtout sur la participation communautaire. Parce qu'un changement qui vient de l'intérieur est beaucoup plus durable et beaucoup plus bien vécu qu'un changement qui vient de l'extérieur. Donc, il y a des programmes qui ont tenté le renforcement de capacités des communautés sur leur propre santé en ne faisant pas focus spécialement sur les MGF. Donc, en ayant une approche beaucoup plus globale, en renforçant la compréhension des communautés sur les droits, surtout l'approche centrée sur les droits. Les mesures législatives seules ne suffisent pas pour entraîner un changement socioculturel. Êtes-vous pour ou contre l'excision et pourquoi? Selon vous, quelles mesures pourraient être prises pour réduire ou éliminer cette pratique? Voici quelques réactions recueillies au Nigeria. Les mutilations n'ont donc aucun avantage. Il ne sert à rien d'enlever les parties vitales des organes féminins au seul nom de la mutilation. La promiscuité n'a rien à voir avec le niveau de libido. Je pense que c'est une question de contrôle sexuel. Si une femme veut être sexuellement très active, elle le sera, qu'elle ait été mutilée ou non. Je suis contre les mutilations génitales féminines parce que les mutilations génitales féminines, simplement appelées MGF dans le système juridique nigérian, constituent une infraction parce qu'il s'agit d'une violation des droits humains fondamentaux d'une fille, parce que dans la plupart des cas de mutilation génitale, la fille ne donne pas son consentement car elle n'en veut même pas. Cela n'a aucun effet positif. Le système reproducteur n'est pas une chose qu'on doit jouer avec. Toute erreur de manipulation peut entraîner des dommages à vie. Dieu a créé les femmes telles qu'il voulait qu'elles soient. Mais je ne vois pas pourquoi les mutilations génitales féminines, bien que certains aient leurs croyances et probablement leur point de vue religieux, je suis totalement contre. Nous devrions faire comprendre aux parents et à la société qu'il y a plus d'inconvénients. À mon avis, il n'y a aucun avantage. Nous devrions donc comprendre qu'il faut laisser la partie féminine complète comme elle a été créée. Je pense qu'il devrait y avoir une loi interdisant les mutilations génitales féminines. Chaque femme a le droit et a la possibilité de disposer de son corps complet. L'une des mesures les plus importantes à prendre est de sensibiliser les gens à cette question. Car la plupart des lois, comme la loi VAP, des violences contre les personnes, ont été transposées sur le terrain. Elle a établi que les mutilations génitales féminines constituent un crime. La mise en œuvre des lois. Lorsque nous parlons de l'aspect juridique de la loi, cela peut se faire par la mise en œuvre de lois qui désapprouvent les mutilations génitales féminines. Les travailleurs de la santé en Côte d'Ivoire
ont lancé la première campagne de vaccination des enfants contre le paludisme. L'effort vise à réduire les cas de cette maladie transmise par les moustiques. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont déclaré que la campagne de vaccination a pour but d'atteindre environ 250 000 enfants de moins de 2 ans. 4 doses seront administrées gratuitement à 6, 8, 9 et 15 mois. Fabriqué par le géant indien Serum Institute of India, le R21 est l'un des 2 vaccins contre le paludisme recommandés par l'OMS pour les enfants, avec le RTSS du groupe pharmaceutique britannique GSK. Pendant ce temps, les autorités sanitaires du Togo sont en alerte maximale en raison d'une épidémie de dengue. Plus de 800 cas suspects de dengue ont été signalés dans le pays, avec environ 400 cas confirmés et 3 décès. La maladie infectieuse virale est transmise par le moustique tigre et ses symptômes varient et se présentent sous forme classique et sous forme hémorragique. Le Togo a mis en place un plan de réponse nationale pour renforcer la surveillance, la sensibilisation et la logistique pour une gestion efficace de la maladie. Le gouvernement kényan utilise une application mobile pour éduquer les adolescentes sur la santé reproductive. Grâce à l'application nommée Oki Kenya, les utilisateurs peuvent accéder à des informations pouvant aider à dissiper les mythes et les idées fausses. L'objectif principal du lancement de cette nouvelle application est d'aider à autonomiser les jeunes afin de prévenir les grossesses non désirées. Davantage avec Dili Diko. Au centre d'appel de LVCT Health à Nairobi, des employés répondent à des appels téléphoniques et à des SMS provenant de tout le pays. Ils disent que la plupart des questions portent sur la santé reproductive, en particulier sur le cycle menstruel. Selon l'UNICEF, les menstruations sont souvent entourées de secrets et de honte au Kenya. L'agence indique que les adolescentes recherchent souvent des informations à ce sujet en ligne, mais ce qu'elles trouvent n'est pas toujours exact. Pour les aider, le gouvernement kényan, l'UNICEF et LVCT Health ont créé Oki Kenya, une application mobile qui permet aux adolescentes d'apprendre à connaître leur corps en privé. L'application leur explique qu'avoir ces règles est une chose normale. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Elles pourront savoir où elles peuvent se procurer le produit dont elles ont besoin. C'est aussi un soutien mental, car certaines personnes ne savent pas pourquoi elles ont leurs règles. Elles se demandent pourquoi elles perdent du sang. Cecilia Loku est l'une des 8000 personnes qui utilisent l'application. Mère d'un enfant, elle affirme que sa grossesse précoce aurait pu être évitée si elle avait reçu les informations disponibles sur l'application. Si j'avais eu des informations comme cette application qui peut prédire mes règles, mes jours sans risque et mes jours d'ovulation, je ne serais pas enceinte. Je ne serais pas mère en ce moment. Les utilisatrices d'Oki Kenya peuvent non seulement suivre leur cycle menstruel sur l'application, mais aussi envoyer des SMS ou appeler des mentors et s'informer sur les droits en matière de santé reproductive. Les mentors sont particulièrement timides lorsqu'il s'agit de parler aux filles de la puberté ou de l'hygiène menstruelle. Vous pouvez imaginer que pour une fille qui vient d'une communauté qui pense que les règles sont un tabou, il n'y a personne pour exprimer à cette fille qu'il s'agit d'un processus biologique naturel. Au Kenya, 4 adolescentes sur 10 sont enceintes ou ont déjà eu un enfant, selon le ministère de la Santé. En 2022, l'État a mis en place une politique de santé reproductive sur 10 ans qui prévoit des actions visant à réduire les grossesses chez les adolescentes, comme la promotion des connaissances sur le cycle menstruel et l'utilisation de la contraception. Les autorités kenyanes estiment que des outils tels que l'application Oki Kenya aideront les adolescentes à obtenir les informations dont elles ont besoin. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @linormoudou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.